Bien que je sois ici essentiellement pour me soumettre au feu nourri des questions, j'ai quand même quelques brèves observations. D'abord, je reviens sur l'enjeu du vaccin, qui restera crucial pour les prochains mois. On savait déjà et on sait encore davantage depuis hier, suite à un article du Globe and Mail, que le gouvernement Trudeau a fait le choix de ne pas avoir recours à la possibilité de fabrication, de production de vaccins par le secteur privé. Il préférant un investissement qui, en outre, pourrait, à d'autres égards, s'avérer pertinent en termes de capacité de production de vaccins, mais ayant laissé de côté une alternative qui aurait pu s'avérer viable. Il aurait pu faire comme d'autres États et y aller par entente de licence avec les propriétaires des brevets. Il ne l'a pas fait. Il aurait pu, sans licence, faire comme il l'avait prévu dans sa propre loi d'urgence qui est devenue caduque à la fin du mois de septembre et dont il aurait pu renouveler cet aspect-là en procédant à de la production avec des ententes ultérieures avec les propriétaires du brevet. Il aurait pu synchroniser les processus d'homologation de vaccins. À l'heure actuelle, Mme Margaret Keenan a été vaccinée. On me dit qu'il y a déjà un deuxième au moins, probablement plusieurs autres personnes qui ont été vaccinées en Angleterre. Mais il n'a pas synchronisé le processus d'homologation. Présumant, je suppose que même si très souvent c'est correct de protéger son indépendance à cet égard-là, dans le cas présent, une collaboration avec les États-Unis ou avec l'Angleterre aurait permis d'avoir un processus plus rapide. Alors on sait aujourd'hui qu'il y a des entreprises qui sont prêtes à livrer des quantités significatives de vaccins 24 heures après l'homologation par l'État canadien. Donc, ce défaut d'avoir arrimé un processus ou d'avoir fait conjointement un processus d'homologation avec les producteurs de vaccins est une erreur importante. Et parce qu'il n'a pas fait tout ça, et parce qu'il craignait, on l'en avait averti nous-mêmes, de se retrouver dans la période des fêtes avec des gens au Canada et au Québec qui allaient regarder des Américains ou des Indiens ou des Britanniques se faire vacciner pendant que nous, on allait encore avoir pour seule image les points de presse du gouvernement du Québec ou du gouvernement fédéral faisant état du nombre de malades et du nombre, c'est plus triste, de victimes. Alors, il a fait un deal pour acheter 240 000 doses, donc pour s'assurer qu'il y ait 120 000 personnes environ, soit à peu près une trentaine de milliers de personnes au Québec qui vont être vaccinées. C'est largement suffisant pour avoir des images à la télévision et sur les sites Internet, mais dans la vraie vie, il n'y a pas dans ce dosage-là de quoi couvrir les aînés de la ville de Sherbrooke. Alors, il ne faudrait pas se faire d'illusions. Et il y a aussi, dans cette quantité-là, un message un peu risqué. Les gens ne doivent pas dire « le vaccin est arrivé, on peut commencer à prendre tout ça à la légère ». La quantité est telle que ça ne touche pas beaucoup au délai qu'il va y avoir. À moins, bien sûr, que le gouvernement Trudeau ne continue à ne pas nous le dire et qu'il fasse encore livrer les vaccins par le petit jeune qui travaille au Saint-Hubert, là, par des petits couleurs. C'est sympathique à 125 000 personnes. Mais il faudrait s'assurer d'avoir, les quantités nécessaires pour couvrir rapidement, bien sûr, les aînés et le personnel de la santé, étant entendu que lorsque les personnes les plus vulnérables à la maladie et les personnes les plus propices à propager la maladie vont avoir été vaccinées, un gros morceau de la pandémie, bien qu'elle ne sera pas terminée, va quand même avoir été contenu. Je me permets, parce qu'on parlait de fabrication ici, de mentionner qu'il y avait une lettre d'entente entre le gouvernement fédéral et Medicago à Québec au mois de février. Medicago à Québec a eu son financement au mois de juillet. Medicago, dans 5 mois, qui est l'équivalent du 5 mois de retard qu'elle a subi, aurait probablement ou très possiblement aujourd'hui un vaccin purement québécois et purement canadien sur le marché. Mais parce que le gouvernement a fait des choix qui ont coûté très cher et qui ont coûté aussi des délais, Medicago n'a pas aujourd'hui un vaccin disponible sur le marché. Dans un tout autre ordre d'idée, je veux demander au chef conservateur de dire à sa gang de peser sur le gaz. Il faut faire passer ces 7 rapidement. Sinon, on sera en contravention du jugement de la Cour supérieure du Québec. On créera des délais indus. On créera des besoins d'arrimage ultérieurs. Et bien sûr, c'est dangereusement révélateur du fait que,
en matière d'aide médicale à mourir, en matière de thérapie de conversion, en matière de grand reset mondial ou en matière de vaccins pour lesquels on serait des cobayes en vertu d'une certaine pétition soutenue, on commence à se poser des grosses questions sur les valeurs conservatrices. Et au début, c'est, je vais dire au monde de voter comme ils veulent. C'est correct, là. D'abord, on regarde comment le chef conservateur vote lui-même et il vote contre l'aide médicale à mourir. Mais on commence à se poser des questions sur ce que serait un gouvernement conservateur par rapport à ces valeurs sociales-là hautement inquiétantes. Et l'autre danger, c'est que les délais sur l'adoption de C7 sont en train de compromettre l'adoption en deuxième lecture de C10, la loi sur la radiodiffusion, qui a besoin d'aller le plus rapidement possible en comité. Alors, je demande au chef conservateur, en général fort ouvert d'esprit, de dire à son monde de faire des compromis et de se dépêcher. Cette loi-là va passer. Merci. Nous allons maintenant passer aux questions. Commençons par les questions au téléphone. Un petit rappel, comme toujours, une question de suivi. Nous avons approximativement 10 minutes. Opératrice, avons-nous une première question? Oui, merci. La première question est de Catherine Lévesque de la Presse canadienne. À vous la parole. Oui, bonjour, M. Blanchet. Sur l'aide médicale à mourir, à quoi le Bloc québécois serait-il prêt pour faire adopter, pour s'assurer qu'on l'adopte dans les délais prévus? Est-ce que vous seriez prêt à limiter le débat avec l'accord des libéraux ou à prolonger l'horaire peut-être du Parlement pour qu'on siège la semaine prochaine? Je pense que la meilleure façon de procéder pour accélérer l'adoption de la loi régularisant l'aide médicale à mourir en vertu du jugement Baudouin et de demander aux conservateurs de se dépêcher. Et une autre manière, c'est de leur dire, si vous faites des interventions, faites-les en français. Ça va être intéressant. Parce que les interventions en français des conservateurs sont toujours celles qui ont les chances de plaire à l'auditoire québécois. Or, au Québec, l'aide médicale à mourir, puis le débat en grande partie apparu au Québec, c'est une mesure qui est extrêmement consensuelle, très, très populaire, très, très bien acceptée. Les conservateurs, mais s'ils veulent ouvertement être opposés à l'aide médicale à mourir, je les invite à le faire aussi en français. Ils vont voir qu'il y a un prix politique à payer pour aller contre un consensus de cette importance-là. À défaut, j'invite très amicalement le chef conservateur, puisque ça ne changera pas le résultat au final, à faire adopter cette loi-là, quitte à avoir des prolongations de période de parole, à parler en soirée. Il y a des manières de faire ça quand on a de la bonne volonté. J'invite tout le monde à faire preuve de bonne volonté et je rappelle à tout le monde que c'est un projet de loi qui porte essentiellement sur la compassion. Mais en même temps, le chef conservateur, il a déjà indiqué que ses députés, lui, sont prêts à parler 24 heures par jour s'il le faut pour retarder l'adoption de ce projet de loi qui, comme vous le savez très bien, pourrait avoir des conséquences dévastatrices pour les personnes qui attendent l'aide médicale à mourir. Il y aurait effectivement un vide juridique. Donc, je repose ma question. Quel compromis, qu'est-ce que vous seriez prêt à faire pour s'assurer qu'on respecte les délais prévus par la Cour? Et est-ce que vous seriez prêt à siéger la semaine prochaine pour ce faire? J'entendais en filigrane de la question la notion d'attribution de temps. Et le Bloc québécois est rarement très sympathique à l'idée des attributions de temps. Est-ce qu'il faut permettre aux conservateurs de continuer à s'exprimer au cours de la semaine prochaine? Je suis parlable. Je suis parlable sur le principe qu'un parlementaire doit pouvoir parlementer et s'exprimer. Malheureusement, je ne peux qu'observer que présentement, on crée des délais sur un projet de loi qui est un projet de loi basé sur la compassion et que les délais sur la base de valeurs morales de droite, comme d'autres dossiers récents qui démontrent clairement, on va se le dire, que le chef conservateur doit son élection à la tête du Parti conservateur à l'appui des conservateurs de la droite morale de l'Ouest et qu'il ne peut pas leur déplaire en leur disant de se dépêcher. Il y a peut-être un prix à payer quand la facture revient après qu'on a eu le produit. La prochaine question sera dans la salle. Next question's in the room, Chris. Chris Reynolds, Canadian Press. The Liberal government has insisted in past weeks that the vaccine situation was something that it was not politicizing. And it also was insisting that the delivery dates would be contingent on approval of a vaccine by Health Canada. But just yesterday, the Prime Minister had a big event stating around delivery times and dates, even though Health Canada approval of the Pfizer vaccine is apparently
has not yet arrived. So I'm wondering, does this hold water, this claim by the Liberal government that it has not been politicizing the situation around vaccines and delivery? It is absolutely clear, and without a doubt, that the government is politicizing the issue, and that's sad. I said a little earlier all the things that the government could have done, none of which would have provided us an absolute result, but all of which would have improved the probability of a solution faster than what we have. And what do we have? Because the Prime Minister does not want Canadians and Quebecers to see people getting the vaccine in the United States or in Great Britain, while here we still watch the point presse, the press release, press conferences of our authorities telling people how many new cases there are and how many victims there are. So he bought, at a price that we do not know, some 250-odd doses of the vaccine in order to have 125,000 people actually getting the vaccine, which is about 30,000 people in Quebec, which is not even the number of persons that should receive it first in a city like Sherbrooke. So as you see, this is entirely politicizing an issue which has been ill-managed in the last months. On that subject as well, just today, Chief Public Health Officer Dr. Theresa Tam was saying that most long-term care homes would likely not be receiving the vaccine directly, although the provinces will obviously be involved in that decision, but rather because it's hard to transfer long-term care home residents to vaccine delivery sites, they would not be among the very first in many cases to receive the vaccine. We're seeing an apparent exception planned in Quebec, where I think 2 long-term care homes are among the sites planned for the first delivery of the Pfizer vaccine by the Legault government. I'm just wondering if you could elaborate on any reservations or criticisms you might have of the delivery process that you haven't already touched on. I'm sorry to say that I can probably not say anything very intelligent about that, because I do believe that when issues become technical, they should be dealt with through science and knowledge, and the people who have this ability to make the decisions. And I would say that those decisions have to be made where healthcare is administered, and it's in Quebec. So all knowledge is good, all science is good, and I'm, for my part, removing myself from this part because it is a medical issue, and I hope the Prime Minister will do the same. Next question. Prochaine question au téléphone, opératrice. Merci. La prochaine question est de Raymond Fillon de TVA. À vous la parole. Merci beaucoup. Bonjour, M. Blanchet. Le sommet des premiers ministres de jeudi sur la santé, vous avez posé plusieurs questions là-dessus ces dernières semaines. Avez-vous l'impression que M. Trudeau va mettre de l'argent sur la table ou pas? Écoutez, si M. Trudeau met de l'argent sur la table ce jeudi au même rythme où il met des vaccins sur la table maintenant, ce sera peu de choses. Et c'est mon inquiétude. C'est que ce soit des politiques de façade. C'est que le premier ministre se mette dans une position pour prétendre, rappelez-vous le main dans la main, qu'il est main dans la main avec des provinces qui pourtant sont passablement en colère après lui, notamment, puis on va le voir dans 2 temps, là, notamment parce que maintenant elles ont besoin de ressources supplémentaires et le premier ministre du Canada politise l'enjeu en disant si vous voulez davantage d'argent, vous allez accepter l'ingérence, les normes, les règles, le contrôle et l'autorité sacro-sainte et supérieure du Canada sur le Québec et les provinces. C'est énorme comme politisation d'un enjeu pour des gens qui doivent gérer au quotidien, parce que c'est eux qui gèrent les hôpitaux et les systèmes de santé, la santé et la survie d'un certain nombre de personnes. L'autre élément, c'est, pendant qu'on a le débat sur les transferts en santé, nous avons un rappel criant avec ce qu'on observe sur le territoire québécois, du fait que le sous-financement en santé et le fait de ne pas recevoir la part
qui transitent par le fédéral vers le système de santé québécois créent un grave manque de personnel. Et on le subit maintenant. Mais ça, c'est un manque à gagner historique dans le système de santé québécois depuis que le fédéral a décidé de réduire sporadiquement, selon son bon vouloir et de façon unilatérale, son financement au système de santé. Est-ce que vous attendez à un affrontement, une confrontation entre les premiers ministres jeudi? Ça va être plus élégant que lorsque M. Trudeau a des échanges avec M. O'Toole ou avec moi, parce qu'après tout, il a dit la semaine dernière que lui, il ne répond pas à ça des élus de la Chambre des communes. Mais je pense que malgré la courtoisie du moment, il va y avoir un différent significatif. Ma compréhension est que les premiers ministres en général, le premier ministre du Québec en particulier, ont été extrêmement clairs sur ce que sont leurs attentes. Et le premier ministre du Canada, à chacune de ses interventions, a été passablement clair à l'effet que ça ne l'intéresse pas. Il mettrait sur la table $1 milliard pour l'ensemble du territoire pour les soins de longue durée, avec un ensemble de conditions auxquelles, bien sûr, le Québec ne peut pas s'assujettir, puisque c'est sa compétence et sa juridiction. Et ça, je pense qu'on n'a pas fini de l'entendre. Et la dernière question sera dans la salle. Thomas? Bonjour, M. Blanchet, Thomas Laberge de Radio-Canada. J'aimerais revenir sur l'aide médicale à mourir. Avec l'obstruction qu'on voit en comité de la part des conservateurs, est-ce que vous craignez que le Québec se retrouve dans une espèce de vide juridique et que ça puisse avoir des impacts sur les médecins, par exemple? Il y a un danger d'incertitude à caractère juridique. Il n'est pas clair que l'entièreté de ce que le Québec est prêt à faire ou pourrait faire ou devrait faire soit bloquée par le processus. Mais évidemment, la situation requise est une adoption à peu près synchronisée dans les délais prescrits par le juge Baudouin de l'ensemble des démarches à caractère législatif pour que ce soit régularisé, pour que les gens qui voudront avoir recours à l'aide médicale à mourir le fassent dans un cadre clair, limpide, auquel le personnel médical pourra aussi référer. L'objection morale, moralisatrice de droite des conservateurs là-dessus qui s'ajoute au cas récent du grand reset mondialiste de M. Poilievre, qui s'ajoute au cas récent de la pétition comme quoi nous sommes des cobayes de vaccins de M. Sloan, qui s'ajoute au vote de M. O'Toole lui-même à l'encontre de l'aide médicale à mourir, nous permet de nous poser d'importantes questions sur ce que serait le véritable programme social des conservateurs, parce que la droite sociale du Parti conservateur est celle qui a permis à M. O'Toole de devenir chef. Est-ce que vous avez espoir qu'on va réussir à, comment je peux dire, que ce dossier-là en arrive à sa fin avant la fin de la session parlementaire? Il existe encore des moyens, il y a encore des discussions dans l'espoir que ça se produise en effet. Il ne faut pas cesser, il faut trouver une solution rapide, l'échéance étant le 18 décembre. Merci. Merci beaucoup.